Merci d'être venu. On laisse les portes ouvertes s'il y a encore du monde qui arrive, peut-être. Car on va commencer. Je sais pas si je suis à l'aise avec ça. Je vais faire ça. Voilà. Alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Laure. Je suis lyonnaise, je suis super contente d'être là. Et j'ai eu la super chance, opportunité d'être la première collaboratrice de Frédéric Mazzella il y a presque 7 ans. Je vais fêter mes 7 ans de Blablacar en janvier. Quand j'ai commencé, on n'avait pas de bureau, j'ai bossé de chez moi, de chez lui, on a trouvé notre premier bureau, etc. Et donc, je suis en mesure de vous raconter cette histoire qu'on a vécue. Et je vais commencer par vraiment le début, c'est-à-dire ce qui nous a motivés. Et à la base, c'était une ressource à optimiser, un gâchis qui faisait mal au cœur à Frédéric Mazzella. En gros, je vous fais le topo. Bonjour, bienvenue. En gros, ça je vais passer vite, mais le contexte c'est quand même que la voiture a ses limites. Depuis l'an 2000, on a accueilli plus de 423 millions de nouvelles voitures sur Terre. Il a fallu leur faire de la place. Du coup, ça a généré aussi 10 milliards et quelques de tonnes de CO2 supplémentaires, donc on pourrait se passer. Et le drame dans tout ça, c'est qu'en plus, la voiture, elle est sous-utilisée, parce que, ça c'est sur autoroute, la voiture ne contient que, en moyenne, le taux de remplissage, c'est 1,2, 1,7 personnes par voiture. Sur les trajets au quotidien, c'est même 1,2. Donc vous voyez, il y a de quoi optimiser cette ressource qui coûte cher et qui pollue. Et du coup, forcément, l'aventure entrepreneuriale se base souvent sur un rêve de changer le monde. Ça paraît un peu cucu de dire comme ça, mais c'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas d'énergie entrepreneuriale sans vraiment un rêve. Et en gros, bon, j'ai trouvé, c'est une image, une belle image, hein. C'est pas de nous. Mais en gros, l'idée, c'est quand même, on pourrait faire tellement d'autres choses avec l'espace public et on pourrait respirer tellement mieux si les voitures étaient partagées, optimisées. Et pour arriver à un paradigme comme ça, de nouveau, où la voiture n'est plus possédée, mais partagée, disponible uniquement quand on en a besoin, avec les transports en commun beaucoup plus présents, et bien forcément, il faut commencer la transition quelque part et convaincre les conducteurs un par un d'ouvrir leur voiture parce qu'ils ont un intérêt économique et aussi de convivialité à le faire. Et bien, c'est comme ça qu'on amorce la transition. On sera obligé de transitionner, parce que l'essence, bon, même si ce n'est pas la tendance actuelle, mais va être forcément de plus en plus chère. On va être de plus en plus urbain à l'avenir, et heureusement, on va vers la voiture autonome, la voiture partagée, que ce soit en autopartage comme là, ou covoiturage à l'avenir. Du coup, notre solution pour résoudre ce problème massif et mondial, c'est le covoiturage, tout simplement. C'est pas du rocket science, mais c'est mettre en relation des conducteurs qui ont prévu de toute manière de faire un trajet à longue distance, partir en week-end, partir en vacances, les mettre en relation avec des passagers qui ont besoin d'aller au même endroit, et ensemble ils partagent des frais d'essence et de péage, et regardez comme ils sont contents. Petit sondage, qui a déjà utilisé Blablacar? Ouh! J'aurais dû prendre une photo. Attendez, on se la refait. Qui a déjà utilisé Blablacar? Ouais! Attendez! Blablacar. Merci. Franchement, ça fait plaisir parce qu'il y a 5 ans, il y avait 3 mois qui se levaient et on les prenait pour des hippies. Donc, cool. Petit point quand même, je profite pour marquer la différence entre ce qu'on fait et le VTC, sans vouloir les nommer particulièrement. Nous, le covoiturage, ce sont des trajets prévus à l'avance par quelqu'un, un conducteur, vous, moi, qui va voir, je reprends l'exemple de la grand-mère. Donc il dit qu'il part vendredi à 16h. Et s'il a des passagers, tant mieux, s'il n'en a pas, c'est pas grave, il y va quand même. C'est sur du longue distance et on est sur un partage de frais d'essence et de péage. Le conducteur ne fait pas de bénéfice, c'est très important. Par ailleurs, le VTC, et donc cette marque que je ne citerai pas, c'est du VTC, c'est du trajet à la demande. C'est-à-dire que le conducteur est un professionnel qui vient vous chercher parce que vous le payez pour ça, pour l'emmener où il souhaite. C'est surtout des trajets urbains. Et c'est donc un prix qui est un prix qui génère un bénéfice pour le conducteur. Donc dans un cas, le VTC doit déclarer l'argent qu'il gagne, etc. Il y a une taxe, c'est normal, parce que c'est un travail. De l'autre côté, les covoitureurs n'ont rien à déclarer. Pas besoin d'une assurance spécifique. Voilà. On enchaîne. Concrètement, on est une appli mobile et un site web, mais surtout maintenant une appli mobile.
Juste pour que vous sachiez, on a lancé notre première appli assez tôt en fait dans notre histoire, décembre 2009, et Android 6 mois après. Et maintenant, on se lance, par exemple, on s'est lancé en Turquie et en Inde ces 12 derniers mois, on s'est lancé que sous forme d'app, en fait, il n'y a pas le site web. Le site web est une vitrine pour l'app, elle dit téléchargez l'app. Alors, je vais vous faire un point là sur la confiance, parce que quand on prend un peu de recul, notre aventure, elle n'aurait jamais décollé si on n'avait pas compris vraiment le levier principal qui allait faire que le covoiturage allait prendre. On a écouté les feedbacks des premiers utilisateurs et surtout des gens qui nous traitaient de fous. Et le feedback c'était, ça ne marchera jamais, les gens ne se feront jamais confiance pour faire 200, 300, 400 bornes ensemble. Donc clairement, on a identifié tout de suite ce problème du manque de confiance. Et si on ne réussissait pas à créer de la confiance au sein de notre communauté et aussi de la confiance sur la marque Placard, à l'époque c'était covoiturage.fr, pour ceux qui ont connu, eh bien, on n'allait jamais décoller. Donc on a fait beaucoup d'entretiens individuels, beaucoup de focus group, et à force de travailler sur cette notion de confiance, on a d'année en année ajouté des fonctionnalités, vous l'avez peut-être vécu, voir apparaître le système d'avis, les petits pictogrammes, fumeur ou pas, blablabla, etc., le paiement en ligne. Chaque fois, c'était une couche de confiance en plus, et aujourd'hui, c'est vraiment, enfin c'est toujours depuis le début, mais on a formalisé dans notre culture d'entreprise 10 valeurs, dont celle-ci, In Trust, We Trust. C'est vraiment pour vous dire, on y pense tout le temps, en réunion, on sort ce truc-là en disant non, si on a le choix entre plusieurs idées, parce que des idées on en a tout le temps, j'imagine que vous en avez aussi tout le temps, quand vous faites du covoiturage, vous pouvez nous les partager d'ailleurs, on co-construit comme ça. Et à chaque fois qu'on a le choix entre plusieurs améliorations, on va toujours vers celle qui apporte plus de confiance. Et du coup, aujourd'hui, on a formalisé une recette de la confiance. On l'a formalisée pour pouvoir la partager justement si certains sont peut-être entrepreneurs. Est-ce qu'il y en a qui portent des projets sur la construction collaborative peut-être Bah voilà, très bien. Très bien. C'est les learnings de la construction de la confiance chez nous. Ça dit que pour générer de la confiance au sein d'une communauté web, il faut trouver des informations qui correspondent à Dreams, c'est-à-dire l'idée pour declare, donc demander aux gens de tout simplement déclarer qui ils sont, nom, prénom, année de naissance, petite biographie, fumeur ou pas, j'ai dit blablabla ou blablabla aussi selon le taux de bavardage. Bref, des informations qui sont certes déclaratives, mais c'est quand même un premier niveau de confiance entre l'anonymat et ce premier niveau de confiance. Ensuite, R pour rated, donc on s'évalue à la fin du trajet, le conducteur évalue le passager et inversement. E pour engaged, et ça vraiment l'engagement, aujourd'hui ça passe par le paiement en ligne. Pour ceux qui n'étaient pas connus l'avant 2011, quand les passagers payaient de la main à la main dans la voiture, qui a connu cette période? Beaucoup moins quand même, hein, du coup. Eh bien, il y avait 35% de désistement à peu près. C'est-à-dire qu'entre les passagers qui appelaient 2 jours avant, les textos de dernière minute, ou voire ceux qui carrément posaient un lapin, 35% de passagers qui ne venaient pas finalement, alors qu'ils s'étaient engagés à l'oral, bien sûr. Depuis qu'ils payent en ligne, on est tombé à 3% de désistement. Et encore, c'est même pas des désistements, c'est des annulations en bonne et due forme, en cliquant sur annuler avec des conditions de remboursement, etc. Du coup, le conducteur sait si le passager va venir ou pas. Donc vraiment, j'insiste, le paiement en ligne, en fait, c'était pas juste... oui, c'est aussi notre modèle économique, bien sûr, mais on aurait pu trouver d'autres modèles économiques. Celui-ci, c'était important parce qu'il engageait aussi les passagers, il crée de la confiance pour l'ensemble de l'activité. A pour activity. Si j'ai le choix entre 2 conducteurs, forcément j'ai plus confiance dans celui qui est actif sur le site, qui s'est connecté il y a 1 heure, qui répond à 100% de ses messages. Et ça, nous, en tant que plateforme web ou mobile, on a cette info puisqu'on sait quand les gens se login et c'est nous qui gérons la messagerie, donc autant l'afficher parce que ça apporte de la confiance. Ça valorise ceux qui sont actifs en fait et qui apportent de la confiance. Ensuite, M pour moderated. Et là, c'est vraiment le rôle central des plateformes comme nous, c'est être le tiers de confiance. Et qu'est-ce qui fait qu'on est le tiers de confiance? Bon, il y a tout le reste, mais il y a aussi l'aspect de modération. On modère des contenus, photos, commentaires, évaluations, etc. pour s'assurer qu'on n'a que des gens bien dans la communauté, qui sont là pour du covoiturage, etc. Mais aussi modérer, enfin valider les coordonnées. On check le numéro de portable, l'email et le RIP des conducteurs.
Et puis S pour social, parce que on a remarqué que c'était un petit cran en plus pour la confiance de lier le profil Facebook et LinkedIn ou Twitter, enfin réseau social, au profil de la carte, parce que quand on voit que quelqu'un a 250 amis Facebook, et ben, on se dit qu'il ne se cache pas derrière l'anonymat du web, il s'engage en fait, il engage sa vraie personnalité. Alors ensuite, on a mené une étude sur le niveau de confiance qu'on avait atteint, parce qu'au début, on nous disait que ça ne marcherait jamais, les gens ne se feraient jamais confiance, et puis à un moment donné, quand on transportait plusieurs millions de personnes par trimestre, on s'est dit, il y a quelque chose qui a changé, là, la confiance, elle doit y être quand même. Donc, on a fait ça pour la première fois en début 2014, et là on l'a refait en 2015, ça confirme. En gros, on a demandé aux membres, ça se trouve vous avez peut-être répondu, quel degré de confiance ils accordent à un inconnu croisé dans la rue, donc c'est une note sur 5, hein, 1 sur 5, à leur Facebook contact, à leurs voisins, à leurs collègues et à leurs friends and family. Donc jusque-là, l'ordre, vous me direz, il est assez logique, hein. Heureusement que friends and family arrive en tête. Et quel degré, quelle note de confiance il donne à un autre covoitureur qui a un profil quand même avec des amis, enfin comme Dreams, là, ce que je vous ai montré juste avant. Tadam! C'est quand même énorme. Bon, heureusement, c'est quand même juste en dessous de Friends and Family, mais c'est supérieur à collègues et voisins. Quand on prend un peu... Bon, là, c'est un chiffre comme ça, je vous annonce une étude et tout, mais si on prend un peu de recul, dans l'histoire de l'humanité, jamais on se faisait confiance si on n'avait pas un cousin en commun, un truc... Là, deux personnes qui n'ont rien en commun se font confiance juste grâce à une plateforme web. Voilà, c'est chouette. Maintenant, quelques chiffres sur là où on en est aujourd'hui. Ça marche. 20 millions de membres. Et encore, c'était en avril, c'est un peu plus que 20 millions de membres maintenant. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est la croissance là. On est sur plus de 100% de croissance par an. Dans 20 pays, ça c'est moins connu depuis la France, mais on n'est pas qu'en France, on est déjà très très présent en Europe, et vous voyez là, depuis 2015, on a ouvert en Inde, au Mexique, en Hongrie, en Roumanie, en Serbie et en... Bref, c'est en Croatie, mais bon, j'aimerais bien le faire. Et le prochain pays, en fait c'est un petit peu un spoiler, parce qu'en fait on n'est pas dans 20 pays, on est dans 19, mais on se prépare pour le Brésil, c'est bientôt, stay tuned. On est très mobile maintenant, comme je vous disais, l'usage, maintenant on se lance quasiment que sur mobile, mais même en France, ça c'est pour la France. Vous voyez, en 2013, il n'y avait que 10% de nos membres qui sign up, qui s'inscrivent sur le mobile. Aujourd'hui, on est à 48%, et même au niveau de l'usage, c'est encore supérieur. Petite anecdote d'ailleurs, le trajet du vendredi soir, il est souvent organisé sur desktop. Par contre, le trajet retour du dimanche soir, là on monte à genre 60% d'usage mobile, parce que forcément les gens sont en week-end, donc le trajet retour il s'organise beaucoup plus sur mobile. Et donc 15 millions de downloads, c'est tout enfin Android et iOS confondu. Et on transporte 10 millions de personnes par trimestre. C'est 3 fois plus que l'Eurostar. En même temps, il y a plus de voitures. Alors, ça, pourquoi je l'ai mis là? C'est juste, ça m'a fait rire en fait la semaine dernière quand on a passé la fameuse date. Je me suis dit, c'est dingue parce qu'en 85, ils pensaient que l'innovation autour de la voiture, ce serait la voiture volante pour 2015. C'est ça qu'ils s'imaginaient pour nous comme innovation. Alors qu'en fait, la voiture, franchement, elle n'a pas décollé. Par contre, elle est partagée. C'est juste une innovation d'usage qui s'est passée. Voilà, c'est son petit point. Maintenant, les impacts directs du covoiturage. Bon, ça va vous intéresser en tant que covoitureur, mais aussi en tant que... pour le métier du web, je pense que le succès de BlaBlaCar, notamment auprès du grand public, mais aussi de la presse, et pourquoi est-ce qu'on a aussi réussi à lever des fonds, c'est parce qu'on a un réel impact sur le monde. Et arriver à trouver l'impact de son entreprise, c'est important, parce que du coup, on arrive mieux à montrer son importance et pourquoi est-ce qu'on doit être soutenu. Donc, on remplit les voitures, c'est déjà une bonne nouvelle. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était 1.7. Nous, c'est 2.8 la moyenne dans le monde, le remplissage de la voiture. En France, vu que c'est notre marché le plus mature, on est même à 3 personnes par voiture. Donc c'est une belle optimisation de l'existant. Au global, c'est 10% d'économie d'énergie sur chaque trajet par rapport à si les gens avaient... si le covoiturage n'existait pas. Depuis 2 ans, on a économisé 500 000 tonnes d'équivalent pétrole. Ça parle jamais à personne, donc il y a une petite comparaison. C'est ce qui permet d'éclairer Los Angeles pendant 1 an. Voilà. C'est pas tout. Il y a aussi des effets indirects. D'abord, vous savez qu'on est surtout spécialisé sur le covoiturage longue distance.
Mais en fait, 19% de nos membres, en tout cas ceux qui ont répondu à l'étude, il y en a quand même plus de 3000, affirment avoir organisé un covoiturage courte distance, enfin avoir créé un équipage, soit avec des voisins, soit avec des collègues, soit via Blablacar, pour faire du courte distance. Et ça c'est super parce qu'honnêtement, le covoiturage courte distance peine à décoller en France et dans le monde. Hein. Les gens ont du mal à y aller parce qu'ils ne voient pas trop la motivation, alors que c'est beaucoup plus motivant d'économiser sur une longue distance. Donc 19% qui se mettent au court distance, c'est bien, on amorce un changement. Autre fait important, c'est qu'on améliore la mobilité en fait entre les villes. On ouvre des... Bon là, Oxford-Cambridge, on ne connaît pas forcément, mais voilà, il y a plein de trajets qui sont beaucoup plus pratiques en covoiturage qu'en transport en commun, qu'en train. Et demain, on ne peut pas demander aux gens, parce que là en plus on en parle beaucoup avec la COP21, oui, il faut qu'on se débarrasse, qu'on soit complètement décarboné en 2050, mais on ne va pas changer comme ça, demander à tout le monde par la loi d'abandonner sa voiture. Si on veut que les gens le fassent d'eux-mêmes, lâchent une voiture ou deux voitures et passent à la voiture partagée et au transport en commun, il faut leur proposer quelque chose d'aussi confortable et d'aussi peu cher. Si l'alternative à la voiture individuelle, c'est uniquement le train, alors que pour plein de trajets, parce que c'est quand même des réseaux en étoile, souvent s'il n'y a que le train qui est parfois beaucoup plus long et plus cher, eh bien personne n'abandonnera sa voiture. Alors que si on peut bénéficier de la voiture de quelqu'un d'autre en ayant toujours des trajets pas chers et rapides, eh bien là, ça rend possible le nouveau paradigme dans lequel tout le monde n'aurait pas de voiture. Et on pourrait libérer l'espace public. Autre bonne nouvelle, enfin ça dépend pour qui, mais 13% de nos membres, enfin, du coup des passagers, affirment reculer l'âge, leur accès à la voiture, soit en ne passant pas le permis, soit en n'achetant pas de véhicule. 13% c'est quand même une tendance assez lourde, quoi, c'est pas 0,6%. Et 54% de nos membres, malgré le fait que certains n'aient pas de voiture, n'aient pas le permis ou partagent leur voiture, eh bien ils se sentent plus mobiles. Comme quoi, partager son véhicule n'est pas bloquant, quoi. Autre impact qui sert aussi Blablacar, et ça on s'y attendait pas trop, c'est l'impact sur la sécurité routière. En gros, 84% des conducteurs disent qu'ils sont plus éveillés quand ils ont des passagers à bord, et 75% déclarent qu'ils respectent plus le code de la route. En gros, c'est un garde-fou. Quand vous avez des... Je sais pas si ceux qui ont levé la main, si vous êtes conducteur ou passager, mais on se comprend, vous êtes plus respectueux quand vous avez les passagers à bord, surtout que vous savez que vous allez être évalué. En gros, là, je n'ai pas sorti le chiffre, mais en gros, quand vous avez des gens à bord, si c'est des amis ou la famille, bon, vous respectez un peu mieux, mais quand c'est des covoitureurs, c'est encore plus, parce que là, vous savez que vous êtes évalué. C'est normal, c'est sûr. 80% évidemment affirment que c'est moins cher que les autres moyens de transport. Et juste ça, ce chiffre-là, il fait rêver. De manière cumulée, nos membres ont économisé sur les 12 derniers mois 100 millions d'euros. De manière cumulée. Et ça, c'est le dernier slide hein, sur les impacts écologiques et autres. C'est la preuve qu'on est vraiment en train d'amorcer un changement de société. C'est que la première année où un conducteur s'inscrit, il va être surtout conducteur. Il n'y en a que 25% qui vont aussi être passagers. Dès la deuxième année, donc ils ont fait plus de covoiturage, on monte à 45% à peu près des conducteurs qui sont aussi parfois passagers. Et au bout de 3 ans, c'est carrément 60% des conducteurs qui sont aussi régulièrement passagers. Donc là, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que en prenant l'habitude de partager son véhicule en tant que conducteur, on apprend une nouvelle mobilité et vraiment on va vers, c'est la petite image là, c'est pas parce qu'on a le permis de conduire et une voiture aujourd'hui qu'on l'apprend systématiquement et ça c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant, une partie peut-être qui vous intéressera plus pour votre casquette, pas covoitureur mais du web, je vais parler de nos différents business models. Et j'ai mis cette valeur Fail, Learn, Succeed, c'est une de nos 10 valeurs. En gros, c'est le droit à l'échec chez Blablacar. On pousse vraiment cette valeur-là en interne, ça c'est juste pour votre info, parce que on est en train de grossir, hein, je ne l'ai pas précisé, mais on est 383 salariés chez Blablacar maintenant. Et le risque quand une boîte grandit, c'est d'oublier un peu, de plus savoir innover quand on grossit. Donc nous, d'avoir fail on succeed, c'est vraiment l'état d'esprit, c'est pas grave si on échoue, tant qu'on se donne à fond et qu'on a essayé, qu'on a été positif, on a le droit à l'échec si on apprend de nos erreurs et qu'on les partage et qu'on les diffuse. Donc il y a beaucoup de temps chez Blablacar, de weekly, il
il y a une plateforme pour partager aussi tout ça, donc on partage les échecs, c'est important, c'est comme ça qu'on réussit aussi. Donc, l'histoire de nos business models. D'abord, on a testé le B2B. En gros, on déclinait covoiturage.fr à l'époque en marque blanche pour plein de clients. Comme j'étais la première salariée, j'ai aussi fait ça. J'étais PR, community manager, Salesforce en B2B, designer, plein de trucs. Et donc j'allais en rendez-vous, je vendais la plateforme, je rentrais, je faisais le devis, je me faisais négocier jusqu'à la mise en place du projet. Mais c'était pas un bon business model, le B2B, surtout quand on a des rêves de créer une grande communauté grand public, parce qu'en fait ça nous dévie de l'activité principale, se concentrer sur des demandes un peu spécifiques de clients, et en plus c'était un modèle économique vraiment linéaire, j'essaie de lire en anglais et de... linéaire, mais c'est tout en anglais, désolé, parce qu'on fait on a les mêmes slides pour tout le monde, on optimise sur la planète. Et puis ça scalait pas parce que chaque client avait ses spécificités, alors que nous on savait ce qui marchait sur la plateforme grand public, et ça nous faisait faire du temps de dev qui n'allait pas être mutualisé sur d'autres clients, donc c'était un peu embêtant de perdre du temps comme ça. On a aussi testé la pub, ça rapportait rien. Je crois qu'au top, juste avant qu'on arrête, on était peut-être une vingtaine de salariés et ça nous rapportait 4 000 € par mois, un truc comme ça. Enfin, c'est autant pas le mettre en fait parce que ça baisse la perception de qualité du site, ça n'apporte rien en termes de qualité au service. Et en plus, ça rapporte pas grand-chose, donc on l'a enlevé, tout simplement. On a testé aussi le freemium, je ne sais plus si vous vous rappelez ça, le club, personne n'a connu ça en vrai, ça marchait pas. En fait, c'était proposé régulièrement, mais en gros, ça consistait à, pour les conducteurs, c'est un peu comme dans l'immobilier, les anciennes petites annonces où on payait pour avoir son annonce en plus gros, entouré de rouge. Nous, pareil, on proposait aux conducteurs de payer 9 € par mois pour avoir leur annonce en top de résultats, encadrée, et recevaient un portefeuille. Sauf qu'en fait, ils ont réalisé très vite, donc il y avait très peu des nouveaux conducteurs déjà, je ne sais plus, 0, quelque chose qui prenaient ce package. Sauf que dès le deuxième mois, ils avaient compris, en parlant avec d'autres, avec les passagers, voilà, que c'était pas la peine, parce que même sans faire ça, les voitures se remplissaient. Donc c'était pas un bon business model du tout. Il y a eu le système Merci aussi. Vous vous rappelez de ça? Attention, Merci, c'était pour, c'est un acronyme, mise en relation confidentielle et immédiate. Quand même. C'était un système, parce qu'on avait remarqué qu'il y a pas mal de gens qui ne voulaient pas mettre leur numéro en ligne. Ils ne voulaient pas que ce soit disponible vraiment aux yeux de tous sur leur annonce. Et donc, il y a plein de gens qui mettaient 06 00 00 00 00. Donc ça n'apportait rien, parce que franchement, pour organiser un covoiturage avec un faux numéro, c'est compliqué. Donc, on s'est dit, on va lier efficacité et business model et mettre en place ce système Merci. Donc ça transformait le numéro de portable d'une personne, le vrai, en un 0892 07 3636, voilà, plus un code qui correspond à la personne. Et en faisant ce code-là, ça faisait vraiment sonner le téléphone de la personne en question qui était joignable sans avoir dévoilé son numéro. Bon, on gagnait quasiment rien sur chaque appel, c'est surtout le prestataire qui gagnait là-dessus. Et puis finalement, c'était très compliqué parce que les gens n'avaient pas leur vrai numéro, du coup, au jour J, enfin bon, c'était compliqué, donc on a arrêté aussi. Les monthly fees, on l'a pas fait. On nous en parlait beaucoup, des membres nous le suggéraient, mais on trouvait ça unfair parce que faire payer quelqu'un à l'entrée, en fait, c'est payer à l'entrée sans pouvoir avoir l'assurance, parce que ce n'est pas nous qui gérons l'offre, sans pouvoir garantir aux gens qui payent qu'on va vraiment leur trouver un trajet, bah, c'est pas terrible, parce que du coup au niveau du service, alors tu payes tes 5-10 € par mois, mais ben, ça se trouve tu cherches un trajet Le Mans, Vannes ou je sais pas quoi, puis il n'y en aura pas. Et tu as payé pour rien. Donc, et puis en plus ça aurait été la même mensualité pour des gens qui en font tous les week-ends et quelqu'un qui en fait qu'un. Enfin, donc c'était pas un bon business model pour nous. Et donc, ah oui, on y arrive encore, je crois qu'on arrive au dernier. Encore un, c'est l'agenda. On avait des pages pour tous les événements. Enfin, je ne sais pas si vous organisez des événements, mais typiquement là pour Blend, ils auraient pu faire leur page Blend pour favoriser le covoiturage vers l'événement. Seulement en fait, on s'est rendu compte rapidement qu'il n'y avait pas du tout de budget pour ce genre de choses. Et nous, ça coûtait cher à maintenir cette plateforme, du coup, on a arrêté. Et voilà, celui qu'on a choisi, ben, vous le connaissez du coup, c'est le online booking. C'est un modèle à la performance en fait. C'est
Si on a été bon pour créer une bonne communauté, l'animer, et du coup vous trouvez un trajet qui correspond pile à ce que vous cherchez, ou inversement pour le conducteur, on a été bon, vous a trouvé des passagers pour remplir votre voiture, et bien à ce moment-là, si vous trouvez, vous contribuez aux frais de maintenance, enfin de gestion du site. Ça scale parce que du coup, bah, plus on a de membres, plus on a de coûts de serveur, plus on a d'équipes, mais aussi plus il y a de booking, donc ça scale. Et puis ça apporte beaucoup de valeur au service. Donc si vous avez connu l'avant-après, en gros avant les passagers ne venaient pas, je vous ai rappelé 35% de désistement, mais aussi au niveau organisation, c'était terrible parce qu'il n'y avait pas de compteur en direct. Il fallait appeler, si on voulait faire Paris-Lille, bon bah fallait appeler toute la liste. Alors parfois on les avait en direct, parfois on laissait des messages, parfois c'était des SMS, puis après on avait des réponses au compte-gouttes. Et puis Richard nous rappelait, mais on ne savait plus d'où il partait, enfin, bon, c'était, il fallait prendre des notes tout le temps, enfin, c'était quand même compliqué. Sans compter la gestion du cash dans la voiture, les conducteurs qui n'étaient pas à l'aise, etc. Sans compter aussi des passagers qui ne payaient pas. Ou qui faisaient des petits yeux en disant « T'avais dit 20, mais j'ai que 10 sur moi, ça te dérange pas ?» Donc, sur le coup, évidemment, le conducteur disait « Bah non, il n'y a pas de souci », sauf qu'en fait, derrière, il nous faisait un mail pour dire « C'est un scandale !» Donc bon, si on voulait créer un service vraiment de confiance dans lequel les conducteurs allaient garder cette bonne habitude de partager leur véhicule sur le long terme et pas être déçus et arrêtés en cours de route, il fallait absolument qu'on fiabilise, mais vraiment fiabiliser cette transaction entre deux particuliers qui ne se connaissent pas. Sans transition. J'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse parce que ça a fait l'actu récemment. Notre historique de levée de fonds. Ça s'est pas fait, donc pour mémoire, ceux qui n'auraient pas suivi la presse ces derniers temps, on a levé, et c'est, enfin même moi j'en suis encore surprise, on a levé 200 millions de dollars en septembre. Voilà. On n'a pas, c'est pas notre première levée de fonds. Ça se fait évidemment petit à petit avec des pitchs raisonnables. De l'histoire. Et je vais vous raconter cette histoire. Donc, de gauche à droite, en 2009, on lève 600 000 euros auprès de Friends and Family et Business Angel. Là, on avait déjà 150 000 membres. Alors oui, ce qui n'est pas écrit là, c'est que Frédéric Mazzella a commencé tout seul. Il travaillait comme ingénieur à plein temps pour notre boîte, bref. Et il s'occupait de covoiturage.fr, le soir et le week-end, c'était sa passion en fait, c'était son hobby quoi. Il n'y avait pas de modèle économique, il passait ses nuits à répondre à ses premiers membres, il faisait tout avec zéro budget. Enfin, il hébergeait le site à ses frais sur des trucs grand public. Et donc là, le pitch c'était aidez-nous à recruter. On veut essayer de voir si on pousse un peu la com et le marketing et si effectivement on voit une croissance plus forte que la croissance organique ou pas, si vraiment il n'y a pas de public pour ce qu'on fait. Et bah, du coup, il a pu m'embaucher, ça c'est cool. J'ai pas pris tout le budget, hein, bien sûr. Mais voilà, on a pu prendre des locaux, embaucher, donc moi j'étais la première en janvier 2009, un deuxième en août, un troisième en décembre, ça prenait vachement de temps quand on pense qu'aujourd'hui on recrute une personne par jour. Voilà. Donc 2009, 600 000. En 2010, on a bien progressé. On a doublé de taille en fait, et on a lancé l'Espagne. On a lancé notre appli iPhone, lancé notre appli Android qui marche bien, qui sont super bien notés, donc il y a vraiment beaucoup d'élan autour de notre activité. On passe souvent dans les médias. Et là, Isaïe, je ne sais pas si vous connaissez, ils avaient un talk l'année dernière ici, je ne sais pas si... Il y a Isaïe ici. Bref, c'est un super fonds d'investissement français, c'est le fonds de Pierre Kosciusko-Morizet, Stéphane Crépose, etc., que des mecs successful du web français. Et donc, ils venaient juste de concrétiser le fonds, de réunir tous les souscripteurs, et on a été leur premier investissement. À l'époque, notre pitch, c'était... On était 7 ou 8, je crois, à l'époque, chez covoiturage.fr. On n'est pas en mesure de développer notre modèle économique, on l'avait en tête, le paiement en ligne, avec tous les avantages que je vous ai cités, et qu'on espérait, c'est vraiment ce qu'on espérait. Aidez-nous à recruter une dizaine de personnes pour qu'on puisse le développer, le coder, le mettre en place. Donc c'était du service relation membre, un spécialiste des paiements, un spécialiste de moi j'y connais rien du tout, mais j'imagine les flux. Plein de choses, sécurité et compagnie.
pour qu'on mette en place notre modèle économique et voir si ça passe ou ça casse. Si ça casse, on arrête tout, et si ça passe, bah, tant mieux, et c'est la même chose qu'on vit actuellement. Donc, on lève 1 250 000, c'est pas 1,2, c'est 1,25 en fait. Donc en juin 2010, on embauche, on travaille pendant à peu près 1 an justement sur le développement du paiement en ligne. On voit beaucoup d'ambassadeurs, je ne sais pas si vous êtes ambassadeur. On voit beaucoup d'ambassadeurs, fait des focus group, etc. Et on lance la réservation en ligne en avril 2011 avec un rollout petit à petit jusqu'en quasiment 1 an en fait. On s'est d'abord lancé en Bretagne, puis région par région, pour en gros prendre des feedbacks sur chaque région, améliorer. On a vachement amélioré le produit pendant cette période-là. C'était hyper intéressant. Ensuite, donc on a réussi, ça passe. On lance en Angleterre, ça marche bien en Espagne pendant ce temps-là, etc. Et donc en 2012, le nouveau pitch c'est « Hey, on a un modèle économique maintenant, ça marche super bien en France, ça marche en Espagne, on vient de se lancer en Angleterre, on sait ouvrir un pays, on a cette capacité d'expansion internationale, on avait développé un playbook voilà, de comment lancer un pays, comment être efficace, etc. Donc là, le pitch c'était l'Europe. Aidez-nous à étendre cette pratique en Europe. 10 millions de dollars. Pendant les 2 années qui ont suivi, on l'a fait. De 2 manières. Pour s'étendre à l'international, on a 2 techniques principalement. Celle qu'on préfère, c'est le acqui-hire. C'est un mélange de acquisition et hire the team. Donc en gros, on a fait ça en Italie, en Pologne, en Russie. Et depuis, on l'a fait aussi au Mexique, Croatie, Serbie, etc. C'est vraiment une technique qu'on aime bien parce que c'est des petites startups, c'est en général un fondateur ou alors il y a peut-être déjà 1 ou 2 personnes qui travaillent avec lui, ils ont 10 000 membres, c'est pas pour les membres qu'on rachète parce que avec notre savoir-faire maintenant en 2 jours de Facebook Ads c'est bon, mais c'est pour l'équipe, c'est pour la motivation de l'équipe. Si un jour vous étendez votre activité à l'international, il faut que vous trouviez des gens aussi passionnés que vous. Et franchement, l'autre technique qu'on a, c'est de recruter une équipe locale sur place. Quand on est dans cette situation-là, parce qu'il n'y a pas de start-up à racheter, je peux vous dire que c'est difficile de trouver des gens passionnés par le covoiturage dans un pays où ça n'existe pas. Non mais c'est vrai, on a mené des entretiens d'embauche en Turquie, en Inde, enfin, on voyait des gens qui avaient bossé chez Google, ceci, cela, qui avaient des fortes compétences web, mais quand on leur parlait du challenge, de ce qu'on espérait pour ce pays en termes de chiffres et tout, au bout d'un an, on disait « Ah non, mais je pense que vous vous trompez, ça ne marchera pas en Turquie, c'est pas la France ici, les gens ne se feront jamais confiance. » Le même discours que nous il y a 10 ans en fait. Du coup, c'est pas possible de donner les clés de Blablacar à quelqu'un qui n'y croit pas, quoi. Donc, la seule manière qu'on a trouvé de trouver des gens aussi passionnés que nous et qui vont vraiment avoir la pêche, qui ont déjà réfléchi au truc, c'est de faire du acqui-hire. Et donc là, on trouve des gens passionnés qui sont persuadés que ça peut marcher dans leur pays, etc. On gagne aussi du temps parce qu'ils ont déjà identifié tous les freins à la pratique, les spécificités locales. Donc, c'est vraiment notre technique préférée. Donc on l'a fait, donc là en 2012 on lève 10 millions, on ouvre comme ça l'Italie, la Pologne, on ouvre de manière organique d'autres pays. Et bref, on arrive en 2014 et là donc, on est vraiment leader européen avec plus de 90% de part de marché dans quasi tous les pays. On a ouvert en Allemagne aussi entre temps et on est devenu leader du covoiturage en Allemagne contre, je ne sais pas si vous connaissez, en Allemagne il y avait le Parc Delegated qui était le seul site au monde avec plusieurs millions de membres. Et donc, finalement, on est devenu leader, pas seul parce que le produit était vraiment plus abouti et avec beaucoup plus de confiance. Et donc, du coup, 2015, voilà, ça nous amène aux 200 millions de dollars de septembre. Et là, le pitch, c'est... Ah oui, non, pardon, j'ai pas expliqué. En 2014, on lève 100 millions et directement dans la foulée, on ouvre nous-mêmes de manière organique en Turquie, en Inde. On rachète une start-up au Mexique et on arrive à prouver que dans ces 3 pays-là, qui n'ont rien à voir en termes de culture avec la France, eh bien ça marche aussi. Il y a aussi une demande, on s'adapte aux spécificités culturelles dans chaque pays, et ça marche. Donc du coup, les 200 millions, voilà, on a une proof of concept dans ces pays-là, on est persuadé que ça peut marcher dans le monde, donc maintenant c'est plus 19 pays, mais aidez-nous à faire du planter de drapeau partout, quoi. Voilà, et du coup dans la foulée, on a lancé... d'autres pays en Europe. Et là, on se prépare à lancer le Brésil. Et à l'avenir, pour nous, les challenges, c'est Amérique du Sud, Asie du Sud-Est. On n'a pas vraiment de planning, je peux pas vous... Brésil, c'est bientôt.
Mais le reste, voilà, on fait vraiment pays par pays, on se focus, même si on est 300 et quelques, c'est quand même une petite équipe, et donc on se focalise sur un pays après un autre pour pas se disperser. Voilà, donc la carte actuelle. Merci. Allons-y pour les questions. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi j'ai une question sur le modèle économique que vous avez aujourd'hui. D'ici ça paraît évident, c'est celui d'Airbnb. Avant d'y accéder, est-ce que vous n'avez tout simplement pas eu l'idée, ou est-ce que vous avez eu l'idée en la mettant de côté en disant c'est compliqué de faire ça? Ouais, c'est plutôt la deuxième. On avait l'idée, mais on savait que de toute manière, c'était pas activable avant d'avoir vraiment une forte masse critique, une crédibilité, parce que tu peux pas demander à quelqu'un qui met en ligne sur ton site si tu n'as pas d'offre, ou si, voilà, donc il fallait atteindre une certaine masse critique, et puis aussi il fallait avoir les ressources humaines pour pouvoir le développer et le faire, parce que gérer ça avec, donc on avait 1 million de membres, parce que du coup, à la limite, lancer un paiement en ligne quand tu sais que tu as très peu de volume, bon, tu peux gérer à prendre en cours de route, mais lancer un paiement en ligne avec un site où il y a déjà une connexion par jour, etc., bon, fallait pas avoir de disponibilité du tout. Donc techniquement, moi je suis pas technique, je ne vais pas vous parler en termes de technique, mais je sais que c'était compliqué, qu'il fallait absolument qu'on soit une quinzaine pour pouvoir le faire. Ouais. Bonjour, moi je me demandais, quand j'ai vu votre carte sur les pays où vous êtes implanté, j'ai vu par exemple la Turquie ou surtout la Russie, et je me demandais comment est-ce que vous faites pour vous implanter dans des pays comme ça, par rapport, par exemple en Russie, l'autostop c'est quelque chose de normal, du coup il y a une culture du voyage gratuit, et du coup, intuitivement je me dirais que pour un Russe, prendre un Blablacar, c'est un peu comme pour nous acheter un film. Eh bien, figurez-vous qu'en fait, non, c'est notre pays avec la plus forte croissance. Et du coup, ça marche super bien. Parce que, alors certes, ils ont une culture du stop, c'est vrai. C'est vraiment, les gens se prennent en stop très facilement. Mais quand même, pas tout le temps. Et si tu veux partir en week-end et que tu as ta valise, quand même, pour faire plusieurs centaines de kilomètres, ils préfèrent prévoir un peu. Et donc là, en apportant le covoiturage, qui est du coup plus organisé que le stop quand même, c'est plus rassurant. Et tout le monde non plus ne faisait pas du stop. C'est quand même assez jeune. Là, le covoiturage, ça permet d'ouvrir l'accès à la voiture partagée à tous. Et du coup, non, très très forte croissance en Russie, belle adoption. C'était pile la culture qu'il fallait. Ils se font confiance, ils sont très connectés. Et du coup, j'en profite pour dévier un peu, prendre cette question pour bouger un peu sur les critères. Comment est-ce qu'on choisit justement dans quel pays on va se lancer? C'est ça, on a l'embarras du choix en fait. Les pays, il y en a beaucoup. Donc nos critères pour décider dans quel pays on se lance, c'est tout d'abord la confiance dans le pays. Il faut absolument que, c'est une évidence, mais il faut qu'il y ait guerre civile, faut que les gens soient très connectés. Et notamment, on regarde beaucoup le taux de pénétration de Facebook. Parce que si les gens, ou équivalent, parce qu'en Russie, justement, c'est pas Facebook, c'est leur Facebook à eux. Eh bien, s'ils ont l'habitude de se faire des profils en ligne sur Facebook, eh ben, ils adopteront facilement un Blablacar, où il faut mettre sa photo aussi, etc. Donc évidemment, il faut avoir Internet, etc. On regarde aussi la géographie du pays. Il faut que ce soit un pays avec plusieurs villes d'intérêt, où les gens bougent, où il y ait des voitures, voilà, accès à la voiture quand même, et des autoroutes. Et surtout, un dernier critère, en fait c'est le plus important, j'aurais dû commencer par ça, c'est le prix de l'essence. Si l'essence est chère, bah super, ils ont besoin de nous. Si l'essence n'est pas chère comme aux États-Unis, avec des distances beaucoup trop grandes pour être faites en covoiturage, et bien typiquement, on a beaucoup plus de marché, nous, en Inde et au Brésil qu'aux États-Unis. C'est pour ça qu'on ne se lance pas aux États-Unis, c'est pas de marché pour nous en fait. Voilà. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Je travaille dans une agence web. Vous faites partie des nombreux exemples qu'on vous cite souvent, donc félicitations pour ça. Ma question, c'est effectivement, je vais revenir plutôt aux prémices
de Blablacar. Ma question, c'est quelle est la part d'investissement aussi comme, en parallèle de ce qu'on peut avoir sur l'investissement pour la création de sites et tous les dispositifs que vous avez forcément listés. Quelle est la part d'investissement comme Alors, roulement de tambour, mon budget com pour 2009 était de 500 €. Alors, pour de vrai, en gros, ce qui coûtait le plus cher en com en 2009, c'était mon salaire. Fallait que je me débrouille avec les PR. J'ai fait beaucoup de communiqués de presse, j'ai essayé de faire du newsjacking sur... Après, on a de la chance, c'est vrai qu'on est à la croisée de mobilité durable, écologie. Donc moi, tout ce qui était grève SNCF, communiqué de presse, pic de pollution, pensée au covoiturage, pic du prix de l'essence, partagé. Enfin, j'avais plein en fait de triggers comme ça que je pouvais activer pour faire parler de nous, et donc je me suis pas gênée. Et donc beaucoup de présence presse, donc gratuit. 2009, je vous remets dans le contexte, les pages Facebook n'existaient pas, hein. J'ai créé un groupe qui, en fin d'année, je crois, sur un petit mail de Facebook disant transformez votre groupe en page. Donc c'était quand même les débuts du community management, donc, mais bon, quand même on y allait pour faciliter la recommandation. Et après, on a joué sur la recommandation parce qu'on savait, nous-mêmes on le faisait, on savait que le covoiturage avait un fort pouvoir d'attraction et d'être aimé, et donc d'être un bon plan recommandable à son entourage. Donc on a envoyé pas mal de stickers, des choses à partager avec son entourage en fait. Ça c'était les trucs pas chers pour se débrouiller pour l'amorçage. Après maintenant c'est sûr qu'on a des partenariats avec des festivals partout, on a envoyé 500 000 stickers en France. Et donc ça c'est du budget, maintenant c'est plus moi qui fais les enveloppes comme en 2009, là c'est Router, compagnie. Et puis, alors nous on appelle ça pas communication mais en termes de marketing, c'est oui clairement vous nous voyez sur Facebook Ads, Google AdWords, et puis Map Provider et OTA. Et donc là on est voilà, sur les comparateurs de trajets et les Map Providers dans tous les pays. Et ça effectivement, c'est de l'affiliation, en gros on a créé une API pour être présent sur toutes ces plateformes là. Et ça apporte beaucoup de trafic. Quand on fait ça de manière très fine, en allant chercher les conducteurs d'un côté et les passagers de l'autre, ben, ça a un coût, plus on affine la cible, plus ça coûte cher, mais au moins c'est efficace. Je ne peux pas dévoiler de budget parce que tout simplement je n'en ai pas en tête. Oui, mais en gros c'est sûr qu'on n'a rien fait de cher, on n'a rien fait de tout ça avant de lever 1 250 000. Donc Damien, je suis ergonome. Moi c'est l'usage qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a deux choses super intéressantes, c'est le développement durable et puis l'usage qui est créé autour de la confiance. Comment aujourd'hui, vu votre notoriété et votre succès, vous arrivez, parce que ça fait partie de votre politique ou de la politique, de retourner voir des grands opérateurs style SNCF et de leur réapprendre la confiance vers leurs utilisateurs et la relation gentille et établie, de se servir du succès de Blablacar aujourd'hui pour évangéliser d'autres grands opérateurs en disant mais regardez, quand vous mettez les gens en relation, quand vous avez un prix fixe, quand vous travaillez sur le développement durable, ça marche, et arrêtez de changer vos modalités d'opération tous les 3-4 matins, un coup tu rembourses le billet, un coup tu le rembourses pas, un coup tu es en billet, un coup tu es sur du papier, et il n'y a rien qui communique entre tout ça, alors que vous, finalement, ça marche super bien, et que du point de vue développement durable, on va dans le bon sens. Ils peuvent nous observer, mais c'est pas notre rôle d'aller faire des formations. Pas parce que c'est pas notre business model, tout simplement. On se concentre sur notre activité, on a des rêves qui sont plutôt dans le Brésil, etc., plutôt que d'aller former la SNCF. Mais maintenant vous avez on n'a pas le temps, on bosse à fond sur nos projets, à faire. Déjà prendre le temps de faire des conférences, c'est cool. On s'est vraiment dit que c'était important de le faire. Et de sortir un peu la tête du guidon, parfois faire des conférences pour partager justement l'écosystème. Mais de là à aller en entreprise et tout, c'est pas notre métier non plus, mais j'imagine qu'ils nous observent de près. Bonjour, vous êtes implanté sur deux très gros marchés qui sont l'Inde et le Brésil. C'est deux pays où le paiement par carte bleue est assez compliqué, surtout au Brésil. Est-ce que vous avez vu quelque chose, comment vous avez géré ces systèmes de paiement, surtout au Brésil par exemple? Alors, en fait, pour l'instant, les passagers ne payent en ligne qu'en France, en Espagne et en Angleterre. Ah oui, je vous ai pas dit un truc, on est déficitaire. Pour l'instant, en fait, on ne gagne de l'argent que dans 3 pays.
Et partout ailleurs, on n'est que en mode investissement, création de la communauté. Parce qu'en fait, c'est un tel travail justement de trouver les moyens de paiement, parce qu'on s'imagine, vu de France, que y a qu'à mettre en place le paiement en ligne, Visa, PayPal, puis hop, ça roule. Non, pas du tout. Les moyens de paiement sont très différents de pays en pays. Il faut développer des choses spécifiques à chaque fois. Et du coup, c'est très chronophage en fait. Donc on ne le lance, on ne prend le temps de le lancer que quand on voit vraiment un pays émerger. Ça nous permet de prioriser en fait les efforts. On lance comme ça, et puis on voit là où on va mettre l'effort de... Et puis en plus, au début, vous qui l'avez vécu, au début, c'est pas forcément utile d'avoir le paiement en ligne. Ça crée plus de friction qu'autre chose. Il faut amener le paiement en ligne. Déjà, bon, quand nous, ça vaut le coup, entre guillemets, et quand la communauté en a besoin pour qu'elle comprenne l'intérêt de payer en ligne. Donc en fait, bon, le Brésil, j'ai dit, c'est bientôt, on ne l'a pas encore lancé, et on le lancera sans paiement en ligne. Et puis l'Inde, c'est aussi en mode gratuit pour l'instant. Mais effectivement, si ça devient nécessaire, oui, on devra complètement s'adapter et il y aura peut-être des moyens de payer complètement différents, avec peut-être un mix entre un petit peu de paiement en ligne et puis le reste en cash. Enfin, tout est ouvert, on ne sait pas encore trop, on ne sait pas. Pour l'instant, les seuls pays qu'on a monétisés, c'est avec le système européen, enfin payer en ligne, Visa, Mastercard, PayPal, et voilà. Mais on s'y attaquera un jour, ouais, c'est sûr. Moi, je suis là. J'avais deux questions, voire trois. La première, c'était avec cette croissance, comment vous êtes organisé en interne, au niveau du management, plus plate ou en hiérarchie, classique. Quels sont vos principaux canaux d'acquisition d'utilisateurs? Et sur les levées que vous faites avec des très grands chiffres, quelles sont, je veux dire, la part j'imagine que la majorité de la part en acquisition user, ou peut-être aussi salaire, etc. Je veux savoir un petit peu les postes, les différents montants, ce que vous faites des levées. Ok, alors dans l'ordre. Au début, on a été flat pendant très longtemps. Mais après, quand même, quand on commence à être plus 100, on s'est quand même organisé même avant d'être 100. Donc en gros, il y a des gros pôles chez nous, tech, product, marketing, com. En fait, je dis marketing, mais vous qui êtes dans le web, je vais vous dire, en fait, l'équipe, elle s'appelle Growth. Dans d'autres cercles, je dis juste marketing. Donc là, l'équipe Growth, parce que c'est des growth hackers. Et donc com, admin et member relation team, très important. Et donc à chaque fois maintenant, donc il y a les trois cofondateurs. On connaît beaucoup Frédéric Mazzella en France parce que c'est vraiment, c'est le fondateur d'origine, qui a eu l'idée en 2004, qui a créé le site pendant plusieurs années tout seul, mais Francis Nappé et Nicolas Pousson l'ont rejoint respectivement en 2006 et 2007 et ont vraiment eu un impact énorme et ils sont cofondateurs aujourd'hui. Donc il y a les trois cofondateurs, les head-off de chaque des 6-7 grosses équipes. Et maintenant, au début il n'y avait que les head-off et leur équipe, maintenant il y a un head-off et aussi des team managers et les équipes. Mais c'est un management vraiment de coordination, de synchro, c'est pas le manager qui détient tout le savoir, c'est vraiment des rôles d'animateur, de bien-être dans l'équipe, etc. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on a gagné les prix genre Great Place to Work, Happy at Work, premier au classement Glassdoor, etc. Et au-delà du management, c'est aussi surtout la culture d'entreprise qui fait que ça marche très très bien, c'est que ce soit les managers ou les équipes, on est tous sur la même culture d'entreprise. Il y en a une qui dit charme en moi, donc on partage beaucoup les infos. Enfin, bref, c'est surtout, c'est pas tellement le management, c'est la culture d'entreprise qui nous lie. Vous travaillez toujours avec Slack? Ouais. Juste pour répondre aux autres questions, les gros budgets, oui, c'est les salaires et investissement en marketing. Et les canaux principaux, j'ai dit tout à l'heure, c'est pub Facebook, Google AdWords, Facebook Ads et Map Provider et OTA. Je reviens sur en ligne en France. Les usagers ont beaucoup de bagages concurrents. Donc une fois que l'usager partage le numéro de téléphone, est-ce que c'est pas plus rapide de l'appeler que de passer par le placard? Alors, réponse en deux temps. Non, vous inquiétez pas. Alors déjà, les gens ne rentrent pas tous les week-ends et pour que le hasard fasse que vous, en tant que conducteur, vous refassiez votre trajet à la même date et à la même heure que les passagers que vous avez transportés une première fois, c'est assez rare.
Deuxième chose, les gens ont envie de changer en fait. Parce qu'une fois qu'on s'est raconté des choses en surface pendant 3 heures, la fois suivante où on se voit, soit on devient vraiment pote, soit on recommence du début parce qu'il y a des passagers nouveaux, donc il faut recommencer la discussion de base. Donc du coup ça fait 2 niveaux de discussion dans la voiture, c'est un peu compliqué. Et puis troisième chose, il y a des passagers qui ont essayé au moment de la... vous l'avez peut-être vécu, hein, au moment de la transition entre non payant et payant, il y a des conducteurs qui ont un petit peu fait ça, qui ont envoyé des textos aux anciens passagers en disant si tu veux je te prends gratos, vas-y rappelle-moi. Sauf qu'en fait au bout de 2 mois, on a eu des messages inverses disant ah oui en fait au début j'ai essayé de vous bypasser, mais j'ai vite compris que du coup ceux qui voulaient pas payer en ligne, c'est ceux qui sont pas sûrs de venir. Donc en fait maintenant, ah si non mais je l'ai vécu. Les conducteurs, et je suis sûre qu'il y en a ici qui peuvent témoigner, entre guillemets, ne s'emmerdez plus à avoir des passagers qui viennent en direct, parce que du coup ça fait un truc parallèle, ils ne vont pas recevoir leur petit récap avec les SMS, les noms, etc., bien joliment, les rappels, etc. Ils veulent juste que les passagers réservent en ligne pour que ce soit bien carré et qu'ils viennent et qu'ils aient les 50% de dédommagement s'ils avaient eu la veille, etc. Ah non mais on fait, alors vous n'avez pas bien écouté monsieur, on fait du longue distance, on part en week-end et en vacances avec nous. Donc les trajets du quotidien ils sont gratuits effectivement et si des gens se trouvent et font du covoiturage domicile-travail après tant mieux pour eux, mais c'est pas ça notre modèle économique. Nous on met en relation les gens pour faire un Lyon-Montpellier le vendredi soir. Typiquement. Je ne connais pas. J'ai envie de vous inquiéter, mais ça va. Ça marche. Je crois que je suis à la question en plus. L'essence de Blablacar au départ, c'était certes économiser de l'argent parce qu'on mutualiser des voitures, mais il y a aussi une essence écologique qui est importante et je trouve qu'on ne la retrouve pas suffisamment. Il manque des indicateurs, par exemple, sur bravo, vous avez évité tant de CO2 dégagés. Et également, bravo, ça vous aurait coûté tant, par exemple, via la SNCF. Et je trouve que ça, c'est des choses... Non, mais Vous voulez gérer notre com de crise ou quoi? Ouais, mais je pense que c'est 2 indicateurs qui sont hyper importants et qui aideraient en fait beaucoup à ce qu'on partage sur Facebook. Chose qu'aujourd'hui, je trouve qu'on ne fait pas assez. En fait, on n'est pas super fiers, alors que si jamais on participe en fait à diminuer par exemple. Alors vous faites peut-être partie des 2% de nos membres qui répondent à la question oui, l'écologie est importante pour moi dans nos sondages. L'écologie n'est pas du tout importante pour nos membres. On voulait savoir nous aussi quels étaient les leviers pour faire du covoiturage et en fait la motivation écologique elle est quasi nulle en fait. Cela dit, je suis désolée, mais en plus nous par contre on l'est. Enfin moi j'ai rejoint Blablacar, Frédéric m'a débauché, j'étais au ministère de l'écologie je travaillais pour la semaine européenne de la mobilité. Donc nous on est vraiment à fond. Mais on a vite compris que si on voulait faire part du covoiturage au grand public, c'était pas par la carotte écologique, c'était par le porte-monnaie. Mais c'est pas grave, puisque l'un entraîne l'autre, finalement. Donc, juste pour info, sur chaque trajet, on annonce les émissions de CO2 liées au trajet, parce que ça, on connaît. Par contre, vous annoncez combien vous avez économisé, on n'est pas capable de le savoir, parce qu'on ne connaît pas le bilan carbone du moyen de transport que vous auriez utilisé, si on n'avait pas votre... bref. On connaît pas votre économie de CO2, puisqu'on ne sait pas ce que vous avez utilisé.